Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique et voici les titres. L'escalade de violence en Libye et le cri d'alerte des organisations humanitaires, notamment sur la situation des migrants pris au piège à Tripoli. Médecins sans frontières n'a plus accès à un de ses centres dans la capitale libyenne. Nous serons en ligne avec le chef de mission pour MSF en Libye, Christophe Bito, dans un instant. Au Sénégal, les associations de défense des droits de l'homme veulent faire abroger l'arrêté qui interdit les manifestations à Dakar. Précision à suivre. Et puis en fin de journal, nous irons à l'île Maurice où les exilés des îles de Chagos espèrent un jour retrouver leur archipel. Ils avaient été expulsés il y a 50 ans quand les îles Chagos ont été cédées au Royaume-Uni. C'est le troisième jour de cessez-le-feu, un cessez-le-feu fragile en Libye entre les milices qui se partagent le contrôle de la capitale, Tripoli. Les combats qui ont éclaté à la fin du mois d'août ont fait au moins 63 morts, alors que le chef de la mission de l'ONU appelle à un enracinement des efforts de paix actuels. Le chef de l'armée nationale libyenne, Khalifa Haftar, a annoncé qu'il souhaitait marcher sur Tripoli. Le récit de Maud Julien. Pas de combat, mais des rues désertes et des accrochages. La milice Bab Tadjoura parcourt les rues de l'ouest de la capitale libyenne Tripoli. Le cessez-le-feu, signé entre plusieurs milices sous l'égide de l'ONU, est bien fragile. Quand c'est le langage des armes qui domine, c'est très difficile pour n'importe quel gouvernement de mener à bien sa mission. C'est presque impossible pour les institutions étatiques de fonctionner. C'est pourquoi désarmer les groupes doit être en haut de la liste des priorités. Loin de déposer les armes, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen et ancien proche du général Kadhafi, a annoncé qu'il comptait marcher sur la capitale pour rétablir la sécurité. Les affrontements entre milices rivales ont éclaté le 27 août, lorsque la 7e brigade, qui contrôle la banlieue du sud de Tripoli, a progressé vers le nord, en direction de l'aéroport international. Depuis le début des combats, les organisations d'aide humanitaire n'ont pas pu accéder à plusieurs milliers de migrants et de réfugiés détenus dans des conditions très difficiles et maintenant privés d'assistance alimentaire. La situation en Libye qui inquiète, je vous le disais en titre, les organisations humanitaires. Médecins sans frontières présents dans le pays lancent ce vendredi un appel à la communauté internationale pour venir en aide aux réfugiés qui sont présents dans les centres de détention de Tripoli et qui sont pris au piège. Nous rejoignons à Tunis Christophe Bito, bonsoir. Vous êtes le chef de mission de Médecins sans frontières en Libye. Vous avez donc fait un appel à la communauté internationale. Vous avez dû fermer un de vos centres, arrêter les soins dans un des centres de détention où se trouvent ces migrants. Comment ça s'est passé ? Alors, en fait, on a dû réduire notre équipe de manière générale sur l'ensemble des centres de détention dans lesquels nous intervenons à Tripoli. On ne parle pas de fermer un centre. D'abord, ce ne sont pas nos centres. Ce sont les centres des autorités libyennes dans lesquels sont détenus effectivement plusieurs milliers de migrants. Ce qui s'est passé avec les combats de ces milices dont vous venez de parler à Tripoli, c'est que certains centres de détention situés au milieu des combats dans les zones sud de Tripoli se sont retrouvés sans aucune assistance effectivement humanitaire. Et les gardes qui ont probablement participé aussi au combat ont laissé ces migrants prisonniers d'une situation de bombardement, sans pouvoir du coup que nous puissions apporter une assistance médicale ou que d'autres organisations puissent leur apporter de la nourriture ou de la boisson. Et ça a donc duré plusieurs jours, jusqu'à ce que le HCR et les autorités libyennes disent transférer ou évacuer ces migrants vers d'autres centres de détention qui, 24 heures plus tard, de nouveau, étaient aussi sous le feu. Et donc, ces migrants se sont retrouvés dans des situations d'insécurité permanente depuis une semaine. Alors, vous parlez de relocalisation de ces migrants. Où peuvent-ils être emmenés, justement ? Alors, contrairement à ce qui peut être dit, on ne peut pas transférer dans des lieux sûrs en Libye ces migrants. Ça n'est pas possible. Les seuls lieux sûrs pour les migrants qui sont actuellement bloqués en Libye, ce sont des lieux qui doivent être en dehors de la Libye. La Libye n'est pas un pays sûr pour ces gens, donc ils doivent être évacués. Et ça n'est pas simplement parce qu'il y a des combats à Tripoli aujourd'hui qui doivent être évacués,
C'est parce que la Libye n'est pas un pays sûr pour ces gens. Donc aujourd'hui, si nous en parlons encore plus fort que d'habitude, c'est parce que nous n'avons pas accès à ces centres de détention. Mais la situation reste dramatique pour ces gens dans tous les cas de figure. Mais où peuvent-ils être évacués, Monsieur Bito? Vous savez, la difficulté, à chaque fois qu'il y a un bateau de migrants qui est sauvé en plein milieu de la Méditerranée, les pays se battent pour ne pas les accueillir. Là, ils sont dans des centres de détention en Libye. Vous portez ce cri aujourd'hui qu'on entend, mais où peuvent-ils aller? Mais madame, ils doivent être accueillis dans des pays... La plupart de ces gens, une majorité de ces migrants, sont des gens qui nécessitent et qui ont droit à la protection de la communauté internationale. On parle de réfugiés politiques. Quand vous êtes érythréen et que vous arrivez en Europe, par différents types de moyens, vous avez 80 à 90% de chances d'être considéré comme un réfugié politique. Donc, ces gens doivent être acceptés dans les pays d'Europe ou d'ailleurs. Ensuite, vous avez des migrants qui sont plus des migrants économiques, mais qui ne peuvent pas être détenus en Libye, qui, eux, effectivement, s'ils sont volontaires pour rentrer dans leur pays, doivent rentrer dans leur pays. Mais vous ne pouvez pas renvoyer des gens dont le retour dans leur pays serait sujet à discrimination, voire à la mort garantie par les gouvernements dont ils dépendent normalement. Donc, ces gens doivent être évacués vers des pays d'asile. Merci Christophe Bito d'avoir été avec nous dans le Journal de l'Afrique. Au Congo, dans la région du Poul, des ex-combattants ninjas déposent leurs armes contre rémunération. Parmi eux, des jeunes filles, des mères aussi, qui rapportent des armes qu'elles auraient utilisées lors des dernières hostilités qui ont ensanglanté la région. Elles le font à visage découvert et dans leurs témoignages, elles disent espérer, vous le voyez sur ces images, elles disent espérer que la guerre soit définitivement terminée. Au Sénégal, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme vont saisir la Cour suprême. Ils souhaitent faire abroger un arrêté préfectoral qui interdit toute manifestation dans le centre-ville de la capitale, et ce depuis 2011. À 6 mois de la présidentielle, les organisations veulent sa suppression au nom, je cite, de la liberté de manifester. À Dakar, la correspondance de Sarah Sako. Ironie du sort, c'est l'actuelle opposition, quand elle était aux affaires en 2011, qui avait pris cet arrêté et l'actuel pouvoir s'y était à l'époque farouchement opposé. L'arrêté Ousmane Gom interdit donc toute manifestation ici au plateau, en centre-ville, où se situent notamment la présidence, l'Assemblée nationale ou encore le ministère de l'Intérieur. Et c'est ce texte que brandit le préfet pour empêcher tout rassemblement, tout sit-in, notamment à l'appel de l'opposition. Le motif invoqué, c'est la sécurité, mais pour les organisations de défense des droits de l'homme qui attaquent aujourd'hui ce texte, eh bien, ils violent le code électoral. Écoutez Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. La liberté d'expression, la liberté de manifester doit s'exercer sans entrave pendant les périodes électorales. C'est des périodes pendant lesquelles cette liberté doit être célébrée parce qu'elle montre la bonne santé de la démocratie, elle montre également la crédibilité d'un processus électoral. Donc nous encourageons le pouvoir actuel, nous l'exhortons à faire en sorte que les interdictions de manifestation puissent s'arrêter et que les candidats puissent s'exprimer librement partout sur le territoire national comme le leur autorise le code électoral. Le ministère de l'Intérieur que nous avons joint ne souhaite faire aucun commentaire sur cette affaire. Sa porte-parole précise simplement en parlant des associations qu'elles ont le droit de saisir la Cour suprême. C'est ce qu'elles comptent bien faire dès la semaine prochaine. Nous vous en avions parlé en début de semaine de ce recours de l'île Maurice devant la Cour internationale de justice. Le pays revendique sa souveraineté sur l'archipel des Chagos. Port-Louis estime avoir été forcé de céder ses îles au Royaume-Uni en 1965. Londres y a établi une base militaire avec les États-Unis. À l'époque, plus de 2000 Chagossiens ont été expulsés de leur propre pays, qualifiés élégamment par les Anglais de Tarzan et de Vendredi. Ces personnes attendent depuis 50 ans de pouvoir rentrer chez elles. Abdoulaye Rali les a rencontrés à l'île Maurice. Voyez son reportage. Déportés dans les années 60 et 70 à Maurice, les Chagossiens se sentent toujours comme des exilés. Aileen vit depuis 46 ans dans l'espoir d'un retour. Je suis née là-bas. J'ai quitté les Chagos à l'âge de 10 ans. J'ai 56 ans aujourd'hui. Mais pourquoi les autres, des touristes, peuvent vivre sur ma terre? Je suis révoltée. Pourquoi moi, Aileen Talat, je ne peux pas vivre sur ma terre natale?
Pour entretenir la flamme chagossienne, ils ont imaginé leur drapeau. Ce désir de retour s'est ravivé depuis les audiences à la Cour internationale de justice à La Haye. Lucien, 72 ans, a suivi les plaidoiries depuis Maurice. J'étais ému. Beaucoup de pays nous ont soutenus. C'est bien, on peut réussir un retour, vous comprenez ? L'État mauricien sollicite auprès de la Cour internationale de justice un avis consultatif sur les effets juridiques de la séparation de l'archipel des Chagos de Maurice en 1965. Qu'est-ce qui pourrait se passer si l'avis consultatif est favorable à Maurice? Un avis consultatif, évidemment, n'est pas contraignant. Donc, cet avis consultatif devra ouvrir la voie à des négociations entre les parties concernées. Puisque cet avis aura quand même une autorité morale. Cela signifierait que Maurice, les États-Unis et Londres pourraient enfin s'asseoir autour d'une même table sur ce dossier. Maurice ne demande pas le départ des Américains de Diego Garcia. Le pays souhaite que sa souveraineté territoriale soit reconnue et que les Chagossiens puissent y retourner avant qu'ils ne s'éteignent tous en exil. Et l'avis consultatif de la Haye sera rendu dans 6 mois. C'est la fin de cette édition africaine. Tout de suite, la suite de Paris Direct. On se retrouve dans 45 minutes pour un nouveau journal. Les observateurs, présentés par Alexandre Capron. Un regard différent sur l'actualité. Les témoignages de ceux qui vivent l'information, partout dans le monde, recueillis par nos journalistes. Des vidéos que vous ne verrez nulle part ailleurs. Les observateurs, à voir sur France 24 et france24.com. Saint-Martin, une petite île paradisiaque très prisée du tourisme de luxe. En septembre 2017, un cataclysme s'abat sur cette île des Antilles. Le cyclone Irma dévaste tout sur son passage. Les habitants les plus pauvres se retrouvent dans le dénuement le plus total. Qu'en est-il aujourd'hui? Nos journalistes se sont rendus sur place à la rencontre de la population locale. Un an après le passage d'Irma, la reconstruction à Saint-Martin, c'est dans Billet Retour sur France 24. En Corée du Nord, la dictature de Kim Jong-un est en quête de progrès. Tous les efforts sont mis en œuvre pour moderniser et rendre autonome le pays. Les scientifiques ont remplacé les paysans et les ouvriers comme icônes du régime. Le dirigeant croit-il vraiment en son projet ou s'agit-il d'un baroud d'honneur pour cacher à la population que les sanctions internationales menacent de mettre le pays à genoux? Retrouvez-moi cette semaine dans Reporter sur France 24 et france24.com.